Jacques Neria, bonjour. Vous nous avez rejoint, enseignant officier des renseignements militaires. On voit que la tension continue de monter sur le front nord, mais pour l'instant, Tsahal ne va pas directement à la confrontation. Est-ce qu'il y a une ligne rouge que l'armée israélienne s'est fixée ? Alors la ligne rouge pourrait être, je dirais, une erreur de décision des deux parties. Donc ça pourrait être du côté du Hezbollah, à supposer que le drone qui a été lancé, qui a été intercepté à Saint-Jean-d'Arc, aurait touché une maison à Saint-Jean-d'Arc, ça aurait naturellement provoqué une réaction beaucoup plus dure de la part d'Israël. Israël, de toute façon, a pris l'initiative déjà depuis 2 semaines. On est en train d'attaquer des cibles en profondeur au Liban, donc à Baalbek, à Beyrouth, à Sidon et dans d'autres endroits. Donc l'espace aérien qui nous était interdit, l'espace aérien libanais qui nous était interdit par peur, je dirais, d'une confrontation avec Hezbollah, et tout ça est tout simplement ouvert. On a détruit toutes les batteries antiaériennes du Hezbollah. Hezbollah a reçu des coups sévères, plus de 4500 cibles qui ont été touchées dans le sud Liban et au Liban, plus de 300 morts du côté des terroristes de Hezbollah et plus de 750 blessés. C'est une quantité énorme à comparer. C'est presque le double de ce que le Hezbollah a perdu durant la deuxième guerre du Liban. Pour juger, je dirais, de la grandeur et naturellement, il y a 200 000 habitants libanais qui ont été évacués du sud. Donc, ce n'est pas seulement Israël qui souffre, je dirais, d'une évacuation de ses habitants, c'est du côté libanais, c'est la même chose. Donc, ce qui semble pour l'instant être, je dirais, la politique du Hezbollah, c'est de continuer cette guerre d'usure contre Israël. Il n'a pas intérêt. Il ne veut pas élargir le conflit avec Israël parce que déjà des partis chrétiens qui faisaient partie de sa coalition l'ont averti en disant que le Liban n'était pas prêt à payer le prix de l'aventure de Hezbollah. Le Liban n'était pas prêt à payer le prix libanais pour les Palestiniens. Les Palestiniens devraient se battre pour eux-mêmes et les Libanais n'ont rien à faire avec cela. Donc je dirais qu'il y a une opposition interne, domestique du côté libanais, ce qui l'empêche aussi et surtout les Iraniens qui ne veulent pas perdre leur proxy qui est sur place parce qu'une fois confrontés à Israël, je dirais les dommages seraient naturellement énormes des deux côtés, mais ça se terminerait par la destruction du Hezbollah. Certainement ces infrastructures militaires. Donc de ce côté-là, on se rejoint Libanais, Hezbollah, Israéliens, Iraniens et Américains. On ne veut pas d'un conflit qui dégénère et qui devient un conflit régional, mais malheureusement, on est sur une pente descendante et on risque de glisser et de glisser par erreur d'un parti ou de l'autre. Et cela, naturellement, est difficile à prédire. Pour l'instant, nous sommes sur plus ça dure, plus c'est la même chose, jusqu'à ce que le front sud soit terminé, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Donc on va continuer la guerre, et tant que la guerre continue dans le front sud, le front nord sera toujours aussi allumé. Alors hier, il y a Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, qui assure que Tsahal est prête en cas de guerre multifront. Mais est-ce que réellement, et vous venez de le dire, pour l'instant il y a le front dans la bande de Gaza, il y a aussi le front avec la Judée-Samarie, Cisjordanie, alors qu'on est en pleine période du Ramadan. Est-ce que Tsahal peut en même temps ouvrir un autre front avec le Hezbollah? Est-ce que militairement parlant, Tsahal a assez de force pour gérer une guerre sur 3 fronts? Militairement, nous sommes étirés au maximum. Nous sommes stretchés au maximum. Donc il y a plus de 24 bataillons qui sont en Cisjordanie, donc en Judée et en Samarie. Le double et plus de ce qu'il y a aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y a aussi des effectifs qui sont sur le front nord qui servent à dissuader le Hezbollah de commettre des erreurs comme ce qui s'est passé le 7 octobre dans la bande de Gaza. Je dirais que le chef d'état-major des armées a tout simplement averti les politiques leur disant si jamais les choses allaient se détériorer en Cisjordanie, il faudrait naturellement retirer des troupes du côté ou de la bande de Gaza ou du nord, ce qui naturellement serait difficile. Et écoutez, Israël en 1948 et plusieurs fois, je dirais, dans l'histoire moderne, a dû combattre sur plusieurs fronts, mais c'était toujours un front principal. Alors que l'autre était dans la défensive, on attendait que le front sud ou le front nord se calme ou se consolide pour commencer de nouveau de notre côté. Nous sommes pour l'instant confrontés à sept fronts, non pas à 2 fronts, la Syrie, le Liban, le Golan, la Cisjordanie, Gaza, l'Iran et les Houthis. Nous sommes, je dirais, de tous les côtés, nous sommes là, je dirais,
pour la première fois dans notre histoire où Israël se trouve, je dirais, dans une menace existentielle. Merci Jacques. Et dans le même temps, il y a les négociations pour obtenir peut-être un nouvel accord de libération d'otages qui vont reprendre demain au Qatar. Le chef du Mossad, David Barnea, va se rendre justement à Doha. Le cabinet de guerre va lui se réunir ce soir justement pour discuter des pouvoirs de cette délégation, alors que le Hamas a donné de nouvelles exigences, des demandes jugées une nouvelle fois déraisonnables par Israël. Johanna Bander. Parmi les conditions posées par le Hamas, certaines sont jugées inacceptables par Israël. Pourtant, ce lundi, une délégation s'apprête à décoller vers Doha pour tenter d'ouvrir de nouvelles discussions. Sur place est attendu le chef du Mossad, David Barnea. Avant ce voyage, qui pourrait s'avérer décisif pour le sort des otages détenus à Gaza, le cabinet de guerre doit se réunir ce dimanche soir. Il sera déterminé l'étendue des pouvoirs confiés à la délégation israélienne face aux exigences du Hamas. Selon de hauts responsables du renseignement égyptien cités par un journal qatari, le Caire aurait mené des discussions en amont avec les dirigeants palestiniens pour éviter l'échec annoncé des pourparlers à venir. Le Hamas demande la libération d'1 millier de prisonniers détenus dans les pénitenciers israéliens, parmi lesquels une centaine ayant écopé d'une peine à perpétuité, un cessez-le-feu permanent et le retrait de Tsahal au sud de la ville de Gaza. La présence de l'armée israélienne empêche le retour des populations dans le nord du territoire. Autant de demandes jugées ridicules et irrecevables pour Jérusalem. Si le Hamas ne réévaluait pas à la baisse ses exigences, a commenté un responsable israélien, Israël coupera court aux négociations. À ce jour, 134 otages sont toujours captifs à Gaza, 110 ont été libérés il y a un peu plus de 3 mois. Dror Even Sapir, bonjour, analyste politique, vous nous avez rejoint. On vient d'entendre, il y a des nouvelles exigences qui ont donc été annoncées par le Hamas, des exigences qui sont d'ores et déjà jugées déraisonnables par Israël. Ça veut dire qu'on se dirige vers un nouvel échec finalement de ces négociations qui doivent reprendre demain? Alors, c'est pas certain, parce que c'est un petit peu la règle du jeu. Lorsque on débute une séance, un round de négociations intense et qu'on se rapproche du moment de vérité, c'est quasiment inévitable. De part et d'autre, on durcit, on fait mine de durcir les positions de manière à ce que l'on soit amené à payer un prix le moins élevé possible. Donc c'est la règle du jeu. Hein. Il n'y a rien de surprenant à ce que le Hamas d'un côté, Israël de l'autre, durcissent apparemment les positions. Voilà pour ce qui est dit ouvertement. Maintenant, en coulisses, il serait intéressant de constater que, d'après plusieurs sources concordantes, il y a des différences d'approche au sein des preneurs de décision israéliens. D'un côté, certains membres du cabinet de guerre, du cabinet restreint, et également certains des responsables des services de sécurité et des agences de renseignement qui mènent concrètement les négociations indirectes avec le Hamas, serait amené à considérer que la réponse du Hamas constitue une base de négociation. Bien évidemment, beaucoup de choses sont inacceptables dans la contre-proposition du Hamas, mais il y a matière à discuter, il y a matière à négocier. De l'autre côté, il semblerait que Benjamin Netanyahu et ses conseillers soient, eux, sur une ligne plus dure et que les contre-propositions du Hamas ne constituent pas le moins du monde une base de négociation. Donc il y a des divergences réelles entre certaines personnalités du cabinet de guerre et Benjamin Netanyahu. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, vient de s'exprimer là-dessus. Il déclare que le système de défense israélien est engagé à saisir l'opportunité actuelle de faire revenir les otages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Yoav Gallant et pour un nombre non négligeable de responsables de l'état-major militaire, il y a là une occasion. Bien évidemment, les positions du Hamas sont inacceptables, mais on peut discuter. Peut-être que c'est l'occasion, peut-être même la dernière occasion, de faire revenir les otages, ou une partie d'entre eux en tout cas, en Israël. Et Benjamin Netanyahu, lui, il est sur une ligne encore une fois plus dure pour des considérations qui sont peut-être géopolitiques, militaires, ou même de politique intérieure. On ne sait pas véritablement. Il va falloir prêter une oreille attentive à ce qui va se dire autour du mandat qui sera accordé aux négociateurs israéliens qui vont partir demain à Doha, la capitale du Qatar, équipe de négociateurs menée par le numéro 1 des Mossad, Barnea. Est-ce qu'elle aura comme mandat uniquement d'écouter les propositions qui lui seront faites, ou au contraire
de présenter des contre-propositions, c'est-à-dire de négocier véritablement. Si c'est le cas, Benyamin Netanyahou se sera rangé du côté plutôt des autres membres du cabinet de guerre qui, eux, considèrent qu'effectivement, il y a matière à discuter, il y a matière à négocier. Vous le constatez, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. C'est un petit peu qui tout double, hein. Les jours qui vont venir sont véritablement décisifs pour la suite des négociations sur les libérations d'otages. Qui reprennent donc demain, mais en attendant, donc toute négociation et toute trêve, les combats, eux, se poursuivent dans la bande de Gaza. On va retrouver Ava Merji, notre reporter en direct de la ville de Sderot. Quels sont les derniers développements, Ava ? Mais on sait, Océane, qu'hier encore 18 terroristes ont été éliminés dans le centre de la bande de Gaza grâce aux tireurs d'élite de Tsahal, à l'artillerie et avec le soutien, l'appui des forces aériennes. D'autres dans la zone de Khan Younes où il y a eu d'autres frappes l'heure passée selon les médias palestiniens, mais aussi à Beth Laïa dans le nord de la bande de Gaza et Shadjaïa. On peut avoir l'impression aujourd'hui que les opérations de Tsahal s'enlisent, sont ralenties, avec aussi cette crainte que le Hamas parvienne à relever la tête. C'est ce qui explique les pressions aujourd'hui de l'état-major sur l'échelon politique pour agir, mener des opérations de grande ampleur là où Tsahal n'opère pas encore au sol, notamment les camps du centre, par exemple d'Ir el-Balah, mais aussi Rafah, où Tsahal a parlé il y a quelques jours de potentielles opérations limitées de sauvetage d'otages. Pour l'instant, on attend de voir des opérations comme ça. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou l'a répété en ouverture du Conseil des ministres, nous ne devons pas céder aux pressions de l'étranger et nous n'y céderons pas, nous interviendrons aussi à Rafah, c'est ce qu'il dit. C'est le seul moyen d'éliminer les derniers bataillons du Hamas, le seul moyen d'exercer une pression militaire sur le Hamas nécessaire pour libérer tous les otages. Nous agirons avec prudence, cela prendra quelques semaines et cela arrivera, voilà les mots Benyamin Netanyahou qui garantit donc qu'il y aura bien une opération à Rafah pour ceux qui en doutent encore. Une façon pour Benyamin Netanyahou de répondre à Joe Biden. Et dans le même temps, une semaine après, Ava, le Hamas admet que Marwan Issa a bien été blessé dans une frappe, donc vraisemblablement de Tsahal. Oui, alors c'est lors de conversations à huis clos que le Hamas a semblé confirmer que le corps du numéro 3 du Hamas se trouvait encore sous les décombres du tunnel où il se cachait. Dans le même temps, des sources palestiniennes ont confirmé à un journal saoudien que Marwan Issa avait bien été blessé dans ces bombardements il y a une semaine dans le camp de Nuseirat, mais en disant qu'on ne connaît pas son état aujourd'hui. Du côté de Tsahal, on interprète plutôt ces informations comme ceci, quasiment plus aucun doute concernant l'élimination de Marwan Issa. Il y a une information supplémentaire qui renforce ces soupçons et qui est donnée par le Guardian, c'est que pendant plus de 72 heures après cette attaque, ces bombardements, tous les systèmes de communication entre les hauts dirigeants du Hamas ne fonctionnaient plus. Ces systèmes qui fonctionnent sur des applications et sur des messageries cryptées, ils étaient silencieux. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises quand il y a eu des éliminations ciblées de hauts dirigeants du Hamas. La rumeur court déjà aujourd'hui que Yahya Sinwar cherche un remplaçant à Marwan Issa, son chef d'état-major du Hamas, comme on l'appelle, ce qui ne serait pas surprenant. Marwan Issa, donc le numéro 3 du Hamas, donc vraisemblablement éliminé par Tsahal la semaine dernière. Merci Ava, en direct de la ville de Sderot. Jacques Neria, cette opération terrestre de Tsahal, elle a commencé le 27 octobre dernier. Ça va faire presque 5 mois. D'un point de vue militaire, qu'est-ce qui reste du Hamas? Est-ce que Tsahal a réussi à impacter directement l'organisation terroriste? Écoutez, en principe, l'infrastructure militaire du Hamas a été détruite. Il ne reste que 4 bataillons actifs du Hamas et certainement des cellules éparpillées, comme on le voit dans le nord, dans le centre, et qui seront certainement prises en charge par l'armée en temps voulu. Ce qui se passe, c'est que si on juge de la situation, bien 90% de la bande de Gaza est aux mains de l'armée. Il y a les 2 grands axes de Haroun el-Rachid et Salah ad-Din sont aux mains de l'armée. L'axe qui a été percé dans le centre de la bande de Gaza est aux mains de l'armée, et ce qui permet
de couper la bande de Gaza en deux et de séparer le nord du sud. Donc, et ce qui reste finalement, c'est Rafah et c'est l'axe de Philadelphie, les camps de réfugiés de Nuseirat, de Deir el-Balah et d'autres petits camps sur place. Et cela, je dirais, pour l'instant, il semble que l'armée ait présenté un plan d'action. Il y a plus d'un mois de ça et que tout simplement la décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise certainement parce que il y a une hésitation face à la réponse américaine, face à la situation des relations avec Joe Biden, face au fait que Chuck Schumer, par exemple, qui s'est exprimé contre Netanyahou. Donc, Netanyahou ne veut pas tenter, je dirais, le diable et commencer une action sans avoir une complète coordination avec les Américains. Et les Américains ont demandé expressément qu'on leur présente un plan d'évacuation d'1,4 million Palestiniens et qu'on leur présente aussi les plans d'attaque de l'offensive sur Rafah. Et cela, semble-t-il, n'a pas été encore fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque imminente sur Rafah. On fait du surplace. Il y a une stagnation, plus ou moins, mais malheureusement, c'est le cas. Ce qui manque ici, c'est une décision. Mais Benjamin Netanyahou le répète, il vient encore de le dire ce matin au cabinet du gouvernement. Il va y avoir une opération à Rafah, peu importe ce que disent les pays internationaux. C'est réellement une réponse de Benjamin Netanyahou au propos de Joe Biden. Pour l'instant, donc, comme disent en italien, entre dire et faire, et c'è la mare. Entre dire et faire, il y a la mer. Donc, c'est la troisième fois qu'il répète qu'il a pris une décision concernant l'offensive de Rafah. Il a dit il y a déjà presque un mois de ça. Il l'a répété avant-hier, il le répète aujourd'hui. Pour l'instant, on ne voit pas des préparatifs sur le terrain qui présagent une offensive imminente de l'armée. Donc ce qui semble être, c'est tout simplement une déclaration qui sert de pression sur le Hamas pour essayer d'assouplir ses positions dans la négociation sur les otages. Et dans le même temps, les États-Unis ont largué une nouvelle fois de l'aide humanitaire avec la Jordanie dans la bande de Gaza. Washington et Hamad ont envoyé au total 7,5 tonnes d'aide humanitaire dans le nord du territoire palestinien, de l'aide donc destinée à la population gazaoui, alors que l'ONU prévient que la crise alimentaire à Gaza ne cesse de s'aggraver. Sarah Seban. Sur ces images, des cartons de nourriture largués par les airs aux Palestiniens de Gaza. Un parachutage orchestré conjointement par la Jordanie et les États-Unis ce samedi. Les efforts de la communauté internationale ne faiblissent pas pour venir en aide aux Gazaouis. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont les dernières palettes provenant du navire qui avait quitté le port de Larnaca, à Chypre, mardi dernier, qui ont été déchargées sur le port de Gaza. La voilà, la dernière palette de nourriture est chargée sur le dernier camion derrière moi, hors de la barge. Il y a le bateau Open Arms là-bas, 200 tonnes de nourriture livrées ici, dans le nord de Gaza. 200 tons of food. Cela va monter jusqu'à la ville de Gaza, pas ce soir, il est assez tard, mais bientôt. Pour Israël, l'aide humanitaire doit être contrôlée et ne doit pas finir dans les mains du Hamas, mais bien dans celles des civils gazaouis. Cependant, il est annoncé que 70% de cette aide est interceptée par le groupe terroriste. Outre les mesures de sécurité mises en place, la construction d'un port à Gaza dans une zone qui ne serait pas sous contrôle de l'armée israélienne serait aussi un moyen pour des pays comme la Turquie ou l'Iran de faire passer du matériel de contrebande dans la bande de Gaza. L'aide par voie maritime est donc très complexe. Principale difficulté, l'inspection des navires à Chypre. De plus, sur leur chemin, les navires pourraient rencontrer d'autres navires et des passeurs, principalement à proximité de la côte. Un nouveau défi pour Tsahal, qui aura du mal à sécuriser la zone. Jacques Neria, on voit une nouvelle fois la volonté donc des États-Unis et la préoccupation première de Washington de larguer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais de l'autre côté, on voit le flirt qui commence à se dessiner entre l'établissement de défense avec l'autorité palestinienne, le Fatah. Le convoi d'hier qui est arrivé, 20 camions qui ont traversé la région pour arriver dans la région nord de la bande de Gaza ont été accompagnés par des combattants du Fatah et non pas par d'autres accompagnateurs, ce qui tout simplement présage pour le Hamas qu'il y a une alternative qui est en train de se dessiner dans le nord de la bande de Gaza.
pour éventuellement l'après-guerre et l'après-Gaza. Il y a aussi l'Allemagne qui se préoccupe de cette situation humanitaire dans la bande de Gaza. Olaf Scholz appelle Israël à autoriser justement l'accès à l'aide humanitaire destinée à la population gazaoui. Des déclarations du chancelier allemand alors qu'il va rencontrer aujourd'hui le roi Abdallah II de Jordanie. On écoute Olaf Scholz. Nous sommes fermement aux côtés d'Israël pour défendre son propre pays. Et Israël a parfaitement le droit de se défendre contre l'attaque du Hamas. Dans le même temps, il est important que les règles du droit international soient respectées. Il s'agit de garantir que des victimes civiles soient évitées, que l'aide humanitaire parvienne à Gaza et qu'une solution à long terme soit trouvée. Je rappellerai tout ça au cours de cette visite et c'est pourquoi elle est nécessaire maintenant, précisément à ce moment-là. Comme vous le savez, l'Allemagne s'engage depuis longtemps dans l'aide humanitaire à Gaza, avec notre propre soutien financier sous forme de fournitures, mais maintenant aussi très concrètement avec la possibilité de larguer des fournitures, ce qui n'est bien sûr pas la meilleure solution. La meilleure façon d'y parvenir est de passer par les postes de contrôle frontaliers et d'utiliser davantage de camions. Le Ramadan a commencé la semaine dernière et pour l'instant le mois sacré des musulmans se déroule relativement dans le calme alors que c'est une période, on le sait, synonyme de tension ici en Israël. Mais selon Maariv, un média israélien, la police se prépare à un soulèvement à Jenin. Regardez. Scénario dramatique. La police se prépare à la possibilité d'une infiltration terroriste de masse dans la région de Jenin et dans les communautés juives voisines. La zone de Chaim Hakim est depuis quelques semaines le théâtre d'un certain nombre d'exercices et d'élaboration de scénarios catastrophes en cas d'infiltration de terroristes. Des exercices en collaboration avec l'armée. Nous sommes très forts et prêts à faire face à tous les scénarios et à toutes les intrusions. Les forces de police semblent vouloir prendre des leçons du massacre et de l'infiltration des terroristes le 7 octobre à partir de la frontière de Gaza. Depuis, tout le pays est entré en état d'urgence et dans une guerre contre le Hamas. Après les événements du 7 octobre, nous avons compris que lorsqu'il s'agit d'un événement sur plusieurs fronts avec de nombreuses pertes, les forces du Magen David Adom et de United Hatzalah ne pourront pas arriver, surtout lorsqu'il y a encore des combats. Ces exercices sont censés pouvoir répondre à toutes les hypothèses selon lesquelles des terroristes s'infiltreraient dans la région, y compris la prise d'otages de civils israéliens. Jacques Neria, on voit que les forces israéliennes se préparent à un soulèvement à Jenin. C'est quelque chose qui est envisageable selon vous ? Écoutez, depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant, il y a eu plus de 7000 Palestiniens qui ont été arrêtés. La moitié sont des dirigeants plus ou moins moyens ou sérieux dans le Hamas. Il y a plus de 400 Palestiniens terroristes qui ont été tués par les forces de l'ordre. Je dirais le mouvement du Hamas a été décapité en Cisjordanie. Donc ce qui fait, à mon avis, la possibilité d'un soulèvement est très minime. Mais surtout, vu la présence touffue de l'armée sur place, je ne pense pas que ça soit quelque chose de plausible ou bien de quelque chose qu'il faut contempler. Il faut se préparer naturellement à toute éventualité, mais je ne pense pas que cette éventualité est concrète. Est-ce que les Palestiniens veulent réellement une escalade de violence pendant cette période du Ramadan? Écoutez, les factions palestiniennes certainement le veulent. Comme plusieurs fois je l'ai dit dans ce studio-là, le mois de Ramadan n'a aucune signification sacrée ou pas sacrée. On se bat dans le Ramadan. Les grandes batailles de l'islam se sont passées durant le Ramadan. En 1973, les Égyptiens et les Syriens nous ont attaqués durant le Ramadan. Et puis ensuite, les fêtes religieuses ne sont pas sacrées et ne servent pas, je dirais, de point de repère pour arrêter les combats et les guerres. Donc de ce point de vue-là, laissons le côté sacré du Ramadan pour ceux qui vont prier leur Dieu et occupons-nous de ce qui se passe sur place. Sur place, je dirais, il y a une présence très touffue des forces de l'ordre. Toutes les précautions ont été prises et je dirais les cris d'alarme qu'on est en train de crier sont plus ou moins dirigés par certains milieux qui sont intéressés aussi à ce que les Arabes se soulèvent pour essayer de prouver la véracité de leur proposition. À quoi va ressembler cette année le Ramadan? Rapidement, pour l'instant ça se passe dans le calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Il faut attendre la célèbre la nuit du Qadar. Ça s'appelle la Laylat al-Qadar. C'est la nuit où le prophète Mohammed s'est envolé vers le ciel. Donc
attendons ça, c'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est la nuit la plus sacrée, et selon ça, il faudra tout simplement agir. Merci beaucoup Jacques Neria.